comment est-ce qu'on repense l'entreprise quand on voit l'entreprise comme un flux d'idées. Quelles sont les marques françaises que vous recommandez à vos amis? Il faut savoir que pour quelqu'un qui recommande l'entreprise, c'est quelqu'un qui répond à cette question par 8, 9 ou 10. À partir de 6, les gens disent du mal de l'entreprise. Une note de 4,5 veut dire quoi? Que cette courbe-là s'explique parce que tous les jours, on crée des gens qui disent surtout « n'achetez pas ça ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'étendue de la catastrophe. C'est catastrophique. Donc le problème qui se pose globalement de façon très brutale, il est là. Il est là. Comment est-ce qu'on inverse ça? Et alors là, il y a un diagnostic qui est assez dur. Donc le premier diag que j'entends, moi, souvent, de la part des patrons d'entreprise, c'est qu'ils sont dans une situation qui est profondément injuste. Apple, Google, tout ça, faisons-leur payer des impôts, qu'ils soient comme tout le monde. C'est insupportable. Et que si on résout ça, ben quoi? Oui, faisons payer à Google ses impôts. Qu'est-ce qui va se passer? En quoi ça va... On va en vendre plus, nous? Il y a un autre diagnostic qui est le diagnostic Lean. C'est tout simplement que nos produits et services ne sont pas compétitifs dans le rapport qualité-prix. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre à mieux comprendre nos clients pour offrir des meilleurs produits et services. C'est aussi bête que ça. C'est facile à dire, vous savez tous que c'est très difficile à faire. Et là, l'intuition Lean est vraiment importante. L'intuition Lean est simple, c'est qu'il y a des choses qui sont communes à tout le monde. Enfin, il faut que la voiture roule, quoi. Oui, bien sûr. Il y a au niveau des coûts, il y a des coûts qui sont communs à tout le monde. Donc, vous travaillez à Paris, vous payez les gens le tarif de travail à Paris. Enfin, vous achetez la matière sur les marchés, vous payez le prix sur le marché. Par contre, on rajoute, nous, par nos modes de fonctionnement, un surcoût à tout ce qu'on fait pour des raisons d'organisation interne. Et c'est un surcoût qu'on rajoute aussi aux clients. Alors, des exemples de surcoûts qu'on rajoute à nos coûts. Donnez-moi des exemples. De trucs où on fait ça vraiment délibérément, on décide que c'est mieux en mettant des coûts. Non, personne? ISO. Quelle est la valeur d'ISO pour le client? Par contre, on décide de rajouter le coût, d'avoir les procédures, de quelqu'un qui les audite, etc. Et puis tout ça coûte. Quoi d'autre? Hein? L'audit interne. Le MRP. C'est tout ce que c'est un MRP? Les logiciels de gestion de stock. Pourquoi est-ce qu'on met des MRP? Pour que ça, on est sûr qu'on a les bons stocks au bon endroit. Donc on impose à l'entreprise qu'elle aura des stocks. Puisqu'on crée toute la gestion de production autour d'avoir le bon niveau de stock. Non, ça ne vous paraît pas hallucinant? Vous avez tous des MRP, non? Dans vos boîtes? Et alors, une fois qu'on a mis le MRP, donc on est sûr qu'on aura des stocks, pour être sûr de ne pas livrer ce qu'il faut quand il faut au client. Qu'est-ce qu'on fait en plus? Qu'on rajoute? On rajoute une new release du MRP, parce qu'il faut rallonger. Quoi d'autre? Le parcours client, mais aussi, vous ne savez pas, vous, des trucs qui vous rendent fou, ou brutalement des boîtes que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, ou qui vous intéressent absolument pas. Moi, je reçois des messages de Chronopost, en SMS, en email, pour me dire qu'ils sont en train de me livrer. J'espère bien. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont me dire? C'est qu'il n'y avait personne, la loge était fermée, donc c'est à moi d'aller faire quelque chose pour obtenir mon courrier. Donc la vision Lean, et l'entrée dans la vision Lean est très claire, c'est qu'on part du principe que bien sûr que les choses fonctionnent, bien sûr qu'il y a une utilité de base, mais on essaie de regarder qu'est-ce qu'on fait nous qui rajoute du coût ou des emmerdements aux clients. Donc on a
En fait, donc l'idée du Lean est simple, c'est qu'on a des idées en tête. Quand les gens mettent en place le MRP, qu'est-ce qu'ils pensent? Pourquoi ils le font? Pourquoi ils le font? Je pense qu'ils ont raison. Ils vont bien gérer l'entreprise. Ce qui les amène souvent à acheter, à investir dans une plateforme de stock pour pouvoir mieux livrer le client. Quand ils font ça, ils pensent qu'ils ont raison. Ils ont tort. Mais ils pensent qu'ils ont raison. Donc c'est ça l'idée de base, l'intuition du Lean. C'est qu'on est sans arrêt en train de challenger en quoi, à chaque fois que je pense que j'ai raison, quand je fais ce nouveau truc, quand je fais ceci, je pense que j'ai raison. Mais la question c'est, est-ce que je ne suis pas en train de créer un surcoût à mes clients? Est-ce que je ne suis pas en train de créer un surcoût à mon mode de production et de livraison? Et est-ce que je ne suis pas en train de créer un surcoût de conception, d'administration? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous regardez les derniers 6 mois et vous pourrez dire, tiens, là, c'est peut-être pas moi qui l'ai fait, mais j'ai largement participé à créer des trucs qui, au final, sont des surcoûts. Parce que qu'est-ce qu'on a en tête? On a en tête, qui est un truc extrêmement vieux d'un siècle maintenant, c'est que l'entreprise est une machine. On a cette idée que l'entreprise, c'est une espèce de mécanique dans lequel on a fait de la division des tâches, ça dès le 19e siècle est là-dessus. La division des tâches nous permet, la spécialisation des tâches sur la ligne de production nous permet de faire beaucoup plus de production, ça on est tous clairs là-dessus. Ça nous amène à une organisation en division du travail. Donc, je pense que vous êtes tous sur votre carte de visite. Donc, créateur de valeur. Il y a un créateur de valeur sur sa carte? Non, pas encore. Donc, vous avez tous sur votre carte de visite un titre qui correspond à votre division du travail. Et du coup, l'obsession, le fait social, l'outil de base de l'organisation machine, c'est l'organigramme. Quand on demande aux gens comment est-ce que vous êtes organisé, tout de suite, il va vous expliquer, c'est l'organigramme. Parce que pour que l'organisation machine marche, quel est le principe qu'on a? C'est qu'il faut que chaque bout de l'organigramme marche. Et ça fait 2 siècles, hein, on s'en sort toujours pas. Et le rêve qu'on a, c'est ça. Le rêve des ateliers, mais ça je ne rigole pas, hein. Regardez les centres d'appel aujourd'hui, hein. Regardez les centres de production, ils ont ce rêve-là. On veut voir ça. Je ne veux voir qu'une tête, c'est parfaitement aligné. Et puis je veux voir des gens qui bossent. En ingénierie, on a ce rêve-là. Hein. Je veux voir quoi dans une ingénierie? Je veux voir des gens devant leur écran qui font des dessins. Alors on a un peu évolué quand même. On a un deuxième rêve. Et ça, vous êtes porteur de ce rêve. C'est le rêve de M. Taylor. Chaque processus doit être standardisé. Parce que si on laisse les gens faire, ils vont faire n'importe quoi. Ils vont traîner la patte, ils vont être flemmards. Donc je vais prendre la best practice. Donc je prends ce que tu fais mieux. Frédéric, je prends ce que tu fais mieux. Je prends ce que tu fais de mieux. Je vais coller tous les bouts qui font mieux. Et puis je vais dire à tout le monde d'appliquer ça. Et le résultat, c'est McDonald's. C'est l'obsession. Le fait social, c'est la meilleure pratique. Parce qu'une fois qu'on a maîtrisé le processus, derrière, tout va bien. C'est-à-dire, vous voyez, comme on a séparé en silos, on maîtrise le processus, et donc tout va bien. Quel souci avec ça? Il manque le client, lui. Est-ce que votre truc parfaitement standardisé, toujours le même, est-ce que ça lui fait plaisir? Pas tous les jours. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est tout simple, c'est qu'au 19e siècle, on est à fond dans la séparation des tâches. Pourquoi? Parce que c'est quoi le problème qu'on résout à l'époque? C'est la multiplication des produits. On passe des trucs qui étaient de l'artisanat pour les riches, brutalement, on sait le faire à des quantités qu'on n'a jamais vues. D'accord? Donc, c'est pas idiot. Quel est le problème du XXe siècle de cette histoire de standardisation des processus? C'est la diffusion. Les Anglais ont commencé ça avec leur colonie au bout du canon en forçant les gens à acheter leurs produits. Et toute l'histoire du XXe siècle, c'est que l'Occident, qui est d'une société qui vit de produits, pense qu'elle va pouvoir arroser le monde entier. C'est McDonald's. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'obsession. C'est que l'obsession, c'est qu'on cherche le produit unique, et puis après on met les canaux pour arroser le monde entier. Est-ce que ça marche, ça?
Bah, en 1965, oui, ça marche très très bien, puisqu'il n'y a rien d'autre. Une fois que tout le monde fait ça et que tous les marchés sont saturés parce qu'il y a des alternatives partout, est-ce que ça marche? Ben, moins bien. Ce qui nous amène au rêve. Et alors attention, par contre, faites attention, est-ce que vous voyez tous à quel point on porte, nous, encore ce rêve-là? À quel point certains d'entre vous sont occupés aujourd'hui à améliorer la standardisation de leur processus, j'en suis sûr. Histoire de vraiment ralentir leur boîte et de la couler. Parce que le rêve moderne, il est différent, il est celui-là. Le rêve moderne et le fait qu'aucun client n'est acquis. Parce que ce qu'on a fait avec notre technologie, avec l'Internet, etc., c'est que les coûts à changer de système sont tellement faibles maintenant qu'il suffit qu'on soit agacé, il y a toujours une alternative. Donc le rêve, c'est, regardez, l'iPhone n'est pas un produit. L'iPhone est une suite de produits. Pourquoi? Parce qu'il faut regagner le client sans arrêt. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que l'amélioration continue est devenue un fait social parce que maintenant, ce qu'on vous demande, c'est de l'innovation constante. Parce que ce que vous offrez n'est pas un produit, c'est un flux de produits. C'est un flux de valeurs. Très, très différent. Et donc, pour faire ça, on ne voit plus l'entreprise comme une machine. On ne voit plus l'entreprise, c'est des métaphores en fait de l'époque, on ne voit plus l'entreprise comme une machine au sens du 19e siècle, ils avaient des grosses machines. Après, on a vu l'entreprise comme un flux d'informations, comme un ordinateur. Maintenant, seule chose, il faut accepter que l'entreprise, c'est les gens, c'est un flux d'idées. Il faut accepter que l'entreprise n'est plus faite pour sortir des gens des champs et les mettre dans les usines, mais accepter que les entreprises sont faites de gens qui sont maintenant très bien éduqués, parfaitement cultivés et dont on ne se sert pas. Donc c'est un changement de métaphore sur l'entreprise. Comment est-ce que je vous vois, vous, non pas comme des gens que je dois découper pour les faire bosser, non pas comme des gens que je dois enfermer dans des processus pour qu'en plus vous bossiez entre vous, mais comment je vous vois comme des gens qui doivent échanger, discuter, pour générer cet engagement des gens, ce plaisir au travail, aller chercher le marché en Colombie où on saura faire les 2000 pièces. Le rêve des chefs, c'est trouver la niche qu'on va pouvoir saturer. Mais c'est le rêve de nos chefs. Enfin, on va trouver le produit qu'on va pouvoir mettre partout. Ça c'est fini. C'est juste fini. Ça a complètement changé. Ce que fait Apple, c'est qu'il s'impose un rythme de sortie de produits parce qu'il faut reconvaincre sans arrêt le même client de continuer à travailler avec nous. Ce qui nous amène à un changement radical même de la façon de compter, c'est qu'on n'est plus en train de compter nos ventes par produit, mais il faut qu'on commence à regarder nos ventes par client. La façon dont on va le faire en ligne, et c'est une autre dynamique qui remet en cause beaucoup comment on fait vos jobs, c'est la vraie rupture de ligne, ce que nous a appris Toyota, c'est que contrairement à ce qu'on pense, on ne cherche pas des optimisations statiques, on cherche à mettre la boîte en dynamique, on cherche des gains dynamiques, et on ne sait pas nécessairement où on va, mais c'est par les gains dynamiques qu'on arrive à découvrir ces trucs idiots qu'on fait. Qu'est-ce que ça veut dire dynamiser un flux de valeur? Et c'est là que le Lean est très intéressant parce que nous avons une réponse. On sait le faire. On sait le faire, c'est qu'il faut commencer par changer la toute première question. Il faut changer la question en « qu'est-ce que je vais bien trouver à vendre au client ?» en « je m'occupe de vous ». Les mots magiques, c'est « je m'en occupe ». Et qu'on vous fasse confiance de « je m'en occupe ». Parce que dans les vies qu'on a, quelqu'un qui vous dit « je m'en occupe », c'est bon, je m'en occupe. C'est tout ce qu'on demande. Donc ça, la raison principale pour moi, pour laquelle les entreprises françaises ont tellement de mal à convaincre, c'est parce qu'elles s'occupent d'elles. Ils sont bien gentils quand ils vous laissent acheter leurs produits ou leurs services. Et ça, on le vit tous au quotidien. Mais le fait qu'on le vit tous au quotidien, posez-vous la question aujourd'hui, vous, en quoi est-ce que vous êtes en train de contribuer à ça? Par rapport au contribuer au contraire, de dire aux gens, je m'en occupe. Je m'en occupe. Et là, c'est intéressant, parce que je m'en occupe veut dire de comprendre le mode de vie du gars. Je m'occupe de quoi? Comment j'aide le client à soutenir son mode de vie plutôt qu'à le faire changer, l'éduquer, le machin, etc. Comment on fait ça en ligne? Eh bien, c'est simple, c'est ce qu'on appelle l'analyse de la valeur.
C'est-à-dire qu'on prend les contrats existants. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a bien des entreprises qui marchent, on a des départements, on a tout ça, on ne va pas le changer du jour au lendemain. Et d'ailleurs, changer pourquoi? On n'a pas d'idée. Le Lean vous donne une réponse. Occupez-vous aujourd'hui d'améliorer chaque jour, sur des points concrets, les contrats existants. Commencez par vous occuper des problèmes qualité pour restituer la non-valeur. Puis progressivement, on se dit comment est-ce qu'on donne plus aux clients sur les contrats existants, sur les produits qui sont en production déjà, sur les trucs qu'on fait aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va voir quand on visite les entreprises? On va voir le nombre de choses où l'ergonomie est pourrie, mais les gens disent oh, les gens, ils ont l'habitude. Ça vous arrive pas, non? Ils ont l'habitude. Ils vivent avec. Vous, ingénieurs, combien de fois, dites-moi que vous n'avez pas dit un défaut client, on vous dit oui, mais ça, celui-là, il est rare. Ça touche peu de monde. Il n'est pas assez grand dans le Pareto pour que je m'en occupe. Et puis en plus, la réponse, elle est vraiment compliquée. Quand vous faites ça, qu'est-ce que vous faites? Vous refusez d'aller vous poser la question technologique qui essaie de comprendre pourquoi on ne sait pas gérer ce petit truc. Tant qu'on ne fait pas ça, on ne sait pas imaginer ce que le client attend vraiment. Et c'est ça la grande leçon du Lean. C'est qu'il faut s'occuper des problèmes pour les clients d'aujourd'hui pour commencer à créer la vision collective de ce qu'on va offrir aux clients demain. Donc la réponse Lean, et vraiment j'aimerais qu'on redémarre le Lean là-dessus, elle est là. C'est une vision globale de l'entreprise. Comment est-ce que je pense l'entreprise pour que l'entreprise au quotidien fasse ça? Ce qui demande de notre part un changement radical d'attitude. Le modèle est ça, c'est aider le client à réussir ce qu'il essaye de faire. Et pour ça, il faut comprendre ce que le client essaie de faire, ce qui n'est souvent pas facile. 2, engager les employés dans leur propre apprentissage et leur propre développement. Et 3, faire des partenariats avec des fournisseurs, parce qu'il y a un des trucs qui est frappant en ce moment, c'est que l'innovation vient souvent des fournisseurs. Les changements de plateforme technologique qu'on est en train de vivre en ce moment, elles viennent des fournisseurs. Quand on fait une machine, quelle qu'elle soit, et qu'on voit l'interface de notre machine, et qu'on voit qu'on est en train de construire des boîtes à 4 000 € avec des écrans, avec du software derrière, et que nous, on a dans les mains des iPads, il y a des questions à se poser. Mais le fournisseur de la machine, qu'est-ce qu'il fait? Il vous vend ce qu'il vous a toujours vendu. Vous l'ouvrez, vous allez rendre compte que la plupart des composants sont obsolètes. Parce qu'on n'a pas écouté l'innovation qui est en train de travailler lui, et puis on a gardé notre standard. Donc, ça c'est au niveau de l'entreprise, on va rentrer dans l'ingénierie, mais c'est bien, il faut qu'on arrive à faire comprendre nos entreprises, et ça c'est, derrière là, ce que vous avez, c'est le texte d'une économiste, qui a dit il y a 3 clés du succès à l'heure actuelle. 1, c'est d'améliorer la qualité. 2, c'est plus de variété. Arrêtez avec ce rêve McDonald's. Plus de variété. Ce n'est pas nécessairement plus d'options sur un produit unique, c'est plus de gamme. Et troisièmement, d'arriver à faire ça en baissant les coûts. Et c'est exactement le projet que Toyota avait eu il y a 60 ans. La qualité. La qualité ne peut pas s'améliorer par silo. La qualité ne peut pas s'améliorer par silo. La qualité, on va commencer par l'arrêt au défaut en production, ce qui va nous permettre de faire travailler les ingénieurs sur comprendre les causes de cet arrêt au défaut, ce qui va nous permettre d'améliorer les performances produits, et ce qui va nous permettre de construire des chaînes de production qui ont plus de variété. C'est tout lié. Mais l'amélioration de la qualité, on ne peut pas séparer l'ingénierie de la production. Ce qu'il faut faire, c'est prendre des sujets où on fait tout le tour. On démarre par la production, on va en ingénierie, on remonte au produit, on retourne en production. La fonction qui est souvent la grande absente dans nos entreprises, c'est le manufacturing engineering, c'est-à-dire les gens qui font ce lien-là. Ce qui veut dire pour nous d'apprendre à travailler en amont. Pour l'ingénierie, comment est-ce qu'on comprend le mode de vie de nos clients? Est-ce qu'on sait fabriquer un concept produit? Est-ce qu'on sait fabriquer une architecture produit? Et est-ce qu'on est clair sur les points techniques à résoudre? Un ingénieur maîtrise son produit
quand il sait répondre à ces questions-là. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à faire des plannings détaillés en conception. Donc, par exemple, ça c'est Jean-Louis qui avait fait ce graphe-là. La première question, c'est d'essayer de comprendre que sur des dimensions produits qui sont à peu près toutes les mêmes, nos différents types de clients n'ont pas du tout les mêmes attentes. On ne fait pas la même chose pour tout le monde. Donc déjà, est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend que le mode de vie de nos clients cherche des choses différentes? Ce qui nous amène au problème de variété. Une des choses les plus bizarres qu'a fait Toyota, c'est non pas réduire sa gamme comme ont fait les Américains, mais c'est de l'étendre. En fait, ils l'ont fait depuis très longtemps. Et ça, c'est sans doute là, à nouveau, la première, c'est le problème de comprendre que la qualité, c'est bien cerner les usages clients. La deuxième chose, c'est ça. Et en termes d'ingénierie, ça nous pose un problème très simple. C'est quel est le concept de chacun de nos produits dans cette gamme? Comment sont faites les gammes dans vos entreprises? C'est le marketing. Le marketing considère qu'il y a des segments clients et qu'à chaque segment client, on doit faire le produit de niche unique qui va nous permettre de prendre tout le segment. Les segments, ça n'existe plus. Les segments, ça n'existe plus. Les segments, c'est bien quand on est dans une idéologie d'équipement, quand il n'y a rien et qu'on va leur fourguer quelque chose. Mais maintenant, tout le monde a tout. D'abord, tout le monde a tout. Qu'est-ce que fait Toyota là? Avec ces concepts, ils cherchent les envies. Ils investissent quelque chose de très lourd, qui est le développement d'une voiture tout entière, parce qu'ils sont sans arrêt à la recherche des envies des gens. Ils ne savent pas. On peut le mettre sur un segment, parce qu'à un moment, la question de se dire, est-ce qu'on en aura assez pour le... Je vais vous dire, la GT86, je ne sais pas si tu as des infos, mais ça reste un mystère. Hein. Pensez qu'il y a suffisamment de gens qui vont la vouloir pour rentabiliser la fabrication, j'ai du mal à y croire. Je ne sais pas si... Non, tu n'as pas d'infos. J'ai du mal à y croire. C'est possible. Hein. Mais par contre, qu'est-ce qui est très, très... Pourquoi est-ce qu'ils ont fait la GT86? Non, ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant de comprendre, est-ce qu'on sait encore faire une vraie voiture? Est-ce qu'on a des gens qui aiment encore les vraies voitures? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est que dans le luxe qu'on aime les vraies voitures ou est-ce que les gens ils sont sensibles dans des bas de gamme? C'est très intéressant. On est dans cette histoire, on n'est pas à la recherche de saturation de niche client, on est à la recherche d'envie, de plaisir client et de comprendre. Et alors là, c'est un bordel sans nom parce qu'on ne sait pas, on est dans le brouillard de la guerre totale, on n'a aucune idée. Mais la seule façon d'aller chercher, d'aller trouver, c'est d'aller chercher. Donc ça, en termes d'ingénierie, ça nous amène très loin. L'autre problème que ça nous pose, et évidemment Toyota a moins le problème que les autres, ils l'ont aussi, mais moins de problème que les autres, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on a besoin d'une certaine flexibilité en usine. Hein. Donc ça, cette colonne-là, c'est idiot une fois que je vous le dis comme ça, là. Non, vous ne trouvez pas? C'est d'une banalité sans nom. Le faire sur une page blanche, c'est très très dur. C'est un véritable savoir-faire d'ingénierie. Et tant qu'on se laisse, nous, être enfermés par notre cahier des charges, où on réalise que le marketing nous a dit, et tant que nous, ingénieristes, on ne reprend pas la main sur le concept, on n'aidera jamais nos entreprises à sortir du marasme de croissance dans lequel elles sont. Donc, il y a quelque chose que nous, on doit faire. Nous, on doit apprendre à faire des concepts. Alors, le problème de cette variété, c'est qu'effectivement, il faut arriver à le faire passer sur le même flux de valeur. Il faut le fabriquer de la même façon. Donc, ce que vous voyez là, c'est la ligne de Porsche. Donc, la chaîne de Porsche, elle fait ça. Donc, ce qui nous amène à un deuxième challenge d'engineering. Vous voyez ici ou pas? Il n'y a pas de modèle pareil. Donc ça nous amène à un deuxième challenge engineering, c'est que si on veut soutenir ce concept, ces concepts de véhicules, enfin de produits, derrière, il faut qu'on arrive à construire, à concevoir des produits de manière qu'on puisse les faire passer sur la même chaîne. C'est pas simple. Et comment on fait?
On sait le faire, hein. C'est une question de le faire. Par de la modularité. Ça veut dire, vous voyez ce que je veux dire par la modularité? Ce qu'on a en fait, c'est un problème d'architecture. C'est-à-dire, est-ce qu'on conçoit un produit qui est totalement intégré, ou entre la fonctionnalité et ce que le produit fait et ce qu'on a conçu, c'est totalement intégré. Si j'ai conçu ce produit-là, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'avantage de ce produit-là? Il est optimisé. Quelle est la difficulté? On peut faire que celui-là. Inversement, est-ce que j'ai un produit qui est de conception modulaire, c'est-à-dire qu'une architecture qui me permet de faire ça. Et là, vous êtes d'accord qu'on est en plein dans de la technicité d'ingénierie. D'abord, il faut aller le chercher, puis après, il faut savoir le faire. Et c'est pas simple. Mais une des choses qui me frappe le plus quand je travaille des ingénieries, c'est que cette notion d'architecture produit a disparu. Elle a été remplacée par quoi? Cahier des charges. On a délégué l'architecture produit au marketing ou à l'avant quelque chose, l'avant-projet, j'en sais rien. Vous imaginez ce que ça veut dire, nous, en tant qu'ingénieurs? C'est que la partie à haute valeur ajoutée de notre conception est faite par quelqu'un d'autre. Ça va être difficile d'être crédible. Ce qui est notre domaine derrière ce problème d'architecture, c'est qu'une séparation claire entre ce qui est fixe dans notre produit, chaque nouveau produit, ce qui est fixe et ce qui est flexible. Donc, cette notion d'architecture repose sur nous, sur un savoir-faire très clair en ingénierie, sur chaque nouveau projet. Est-ce qu'on sait distinguer ce auquel on ne va pas toucher, et quand on dit on ne va pas toucher, on ne va pas toucher. Parce que qu'est-ce qui se passe dès que je touche un peu une pièce? Oui, je crée une supply chain tout entière. Je ne m'en rends pas compte. On dit, je ne l'ai pas touché beaucoup, pourquoi est-ce que tu râles? Parce qu'il suffit qu'elle n'ait pas le même nom. J'ai créé une supply chain tout entière. Donc pas toucher, c'est pas toucher. Inversement, les endroits où on va faire quelque chose de nouveau, il faut vraiment s'en occuper. Parce qu'il faut vraiment comprendre les impacts. Il faut vraiment maîtriser ce truc-là pour que quand ça sorte, ça marche. Ce qui nous amène au coût. Les entreprises que je connais en France, contrairement par exemple à l'Allemagne ou l'Italie, sont affolantes de ce qu'on a fait à nos ingénieries. On a détruit nos ingénieries. On a appliqué les mêmes approches de réduction des coûts de façon homogène à tout le monde. Mais vous savez quoi? Si j'ai une personne en moins au département qualité et si j'ai une personne en moins au bureau d'études, je ne vais pas avoir tout à fait le même impact. Parce qu'en fait, la réalité des coûts, elle est faite en ingénierie. J'ai intérêt à mettre plein de monde en ingénierie. Parce que chaque décision qui est prise là a un impact sur le coût total de ce que je fais qui est énorme. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Généralement, un projet trop serré va très très bien, jusqu'à ce qu'on s'approche du démarrage de production. On l'a tous vécu. Et alors là, quand ça se met à cramer, ça devient n'importe quoi. Qu'est-ce que ça a comme impact, ce graphe? Qu'est-ce qui se passe ici, là? C'est un impact qui est totalement déstructurant pour l'entreprise. Quand on est en train de se battre là, qu'est-ce qu'on n'est pas en train de faire? On n'est pas en train de faire ça. Donc comme le futur produit, généralement la date de sortie, il va falloir le sortir, comment on va le faire ça finalement? Bah mal. Donc cette affaire-là ici a des impacts sur l'entreprise dans son ensemble qui vont bien bien au-delà juste d'un projet qui crame.
À nouveau, on est un pays particulier parce qu'on pense que le moral des troupes n'a pas d'importance. On pense que le moral des gens compte pas. Vous savez quoi? C'est assez raisonnable de penser que les petites armées ont toujours vaincu, les petites armées motivées à bloc ont toujours vaincu des très grandes armées mal organisées et démotivées. Toute l'histoire de l'humanité nous le dit. Donc de penser que le moral des gens ne compte pas, c'est quand même un pari un peu risqué. Qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise quand on est là-dedans? Ils sont fâchés et malheureux. Donc comment est-ce qu'on va aller chercher le plaisir du client? Comment on va aller chercher l'engagement du client si en interne tout le monde est malheureux? Enfin, on va dire, je ne sais pas faire le bonheur des gens. Le bonheur des gens, je ne sais pas le faire. Le bonheur au travail, je ne sais pas ce que c'est. Mais le plaisir au travail, je sais ce que c'est. Si en interne, ils sont tous en train de se tirer dessus. C'est même pas la peine d'essayer, ça ne va juste pas se produire. Donc, à nouveau, la stratégie Lean est toujours la même. C'est de la même façon qu'en production, le problème n'est pas de faire de la productivité, mais déjà, ce que Toyota vous explique, c'est que le JDOKA est la source de productivité, c'est qu'on arrête de faire des mauvais trucs. La façon de mesurer votre efficacité, c'est de regarder le first pass, de voir si les choses sortent bien du premier coup. Parce que dès qu'on fait quelque chose de mal, ça a des impacts sur toute l'entreprise, de partout. La même chose en ingénierie. Notre stratégie est simple, c'est comment est-ce qu'on met plus de temps à démarrer, comment est-ce qu'on apprend à maîtriser ces quelques points de changement, de façon à ce que quand on arrive en fin de développement, on a un produit qui sort tranquillement. Il y a quelque chose là-dessous qui est que on est d'accord que pour gagner des clients maintenant, il faut travailler cet engagement client. Ce qui est sûr, c'est que si on n'a pas des gens engagés, si les gens, eux, ne viennent pas pour faire ça au travail, on n'a aucune chance. Pourquoi? Parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas ubérisable. Ce n'est pas taylorisable. On ne peut pas mettre un système de workflow qui va le faire pour vous. Quelle est la seule façon de le faire? C'est que le gars, il ait envie de le faire. Et donc, on est dans un domaine qui est purement de l'humain. C'est-à-dire qu'on peut mécaniser tous les systèmes qu'on veut, mais l'envie, on ne sait pas encore. Il y aura peut-être un jour. En quoi l'ingénierie nous permet de repenser l'entreprise? Il faut que nous soyons très clairs, et c'est quelque chose que nous avons abandonné avec nos systèmes managériaux. Notre société est construite sur des objets techniques. Les fameux services qu'on fait dans notre société sont des services autour d'objets techniques. Quelle est la grande révolution de notre génération qu'on vit tous? Ah, écoutez, non. Hein? Il s'est passé un truc. C'est l'Internet. Maintenant, toutes ces années plus tard, on voit les effets d'ubérisation du web. On voit ce qui est en train de se passer. C'est quand même assez spectaculaire. C'est un objet technique. Et un truc que Eric Schmidt exprime très bien, c'est que les objets techniques, les innovations reposent sur ce qu'il appelle technical insight. À un moment donné, c'est un technicien qui a une idée de génie. Ça, on ne sait pas le provoquer. Par contre, on sait que la somme des idées est un capital, ce qu'on appelle un capital intellectuel. Les économistes le savent. Il n'y a que les industriels qui le refusent. Ce qu'on sait aussi, c'est que le capital intellectuel vient d'un capital social, c'est-à-dire notre degré de collaboration et de confiance les uns avec les autres, plus d'un capital humain qui est notre savoir-faire et notre expertise. Et c'est en ça que le Lean nous permet de repenser l'entreprise. Parce que les techniques du Lean sont des techniques qui sont justement faites pour développer le capital social et développer le capital humain. À chaque fois, dans une ingénierie, à chaque fois que vous résolvez un problème en commun, du point de vue Lean, c'est très bien d'avoir résolu le problème, on est content, mais on n'est pas en train de résoudre les problèmes pour enlever les problèmes pour qu'un jour il n'y ait pas de problème. On est en train de résoudre les problèmes parce qu'à chaque fois qu'on le fait, on enrichit notre capital social et notre capital humain. Donc, on a deux choses. Le fait qu'on fait du Kaizen, ça veut dire qu'on regarde dans le détail, on challenge les choses qu'on fait et on cherche l'espace d'amélioration dans notre travail quotidien routinier. Et le fait qu'on respecte les gens, c'est-à-dire qu'on regarde leur développement et leur travail en équipe. Pourquoi? Parce que vous me suivez, résoudre les problèmes, ça ne veut pas dire retirer tous les problèmes pour que notre produit soit bon. C'est dans l'autre sens, chaque problème est l'occasion de développer notre capital intellectuel
en développant notre capital humain, notre capital social. C'est ça le génie du Lean, c'est ça l'astuce. Ce qui nous amène à une vision complètement différente de l'entreprise. Les entreprises que je connais sont toutes obsédées par faire travailler les gens. Aujourd'hui, dans votre métier de patron de BE, d'amélioration continue, vous me parlez de techniques pour mieux faire travailler les gens. Il faut mieux faire travailler les gens pour que les gens soient plus productifs. C'est de l'échec programmé. Hein. Plus vous faites ça dans les conditions actuelles, moins ça va marcher. Oui, je sais que c'est votre job et qu'on vous a demandé de faire ça et que vous n'avez pas le choix, c'est votre chef qui veut le, mais il faut le comprendre. Vous participez à un échec programmé. Les organisations qu'on est en train de construire à l'heure actuelle sont des organisations qui sont faites pour apprendre. La question, c'est comment est-ce qu'on s'organise pour apprendre. Ce qui veut dire, est-ce qu'on a des techniques qui permettent de s'organiser pour apprendre? La première, c'est le sens. On a une technique en Lean Engineering, c'est l'OBEA. Je devrais l'avoir sur le slide. Quel est le sens que nous permet de faire l'OBEA? De faire une grande salle dans laquelle on se retrouve tous. Qu'est-ce qu'on doit apparaître dans l'OBEA? J'aurais dû le mettre. En premier, l'engagement client. L'OBEA est l'endroit où on vient se remettre ensemble en face de notre engagement client. Quand on voit des OBEA, souvent, qu'est-ce qu'on va apparaître en premier? Le planning. Parce qu'il faut organiser le travail pour s'assurer que le produit, il sorte à l'heure, que les clients en veuillent ou pas. Ah, moi, j'ai fait mon boulot, monsieur. Si le cahier des charges n'était pas bon, qu'est-ce que je vous dise? Deuxièmement, l'engagement. L'engagement, ça veut dire qu'il faut engager les gens dans leur propre auto-formation. Et ça, c'est tous les jours. Et c'est la première responsabilité du responsable. C'est de former. On a deux façons de former. Il y a former au standard, former par la résolution de problèmes. Les adultes, en fait, apprennent assez peu par de la formation en salle. Les adultes apprennent quand ils... Un truc qu'on sait sur l'éducation des adultes, c'est que leur expérience, tout le monde a une expérience. On est obligé de prendre en compte l'expérience des gens pour les former. Donc quand on leur fait résoudre des problèmes, c'est un espace pour qu'ils expriment leur expérience et qu'ils voient en quoi la situation est différente. Donc c'est pour ça que la formation, la résolution de problèmes dans le Lean, c'est en fait, c'est pas pour résoudre des problèmes. C'est notre outil principal de formation. Un problème étant souvent un écart au standard, donc on pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, très important, l'exploration. On arrête de tourner en rond entre nous, mais qu'on aille chercher, poser des questions à d'autres, explorer, pour aller découvrir justement ces espaces qui sont partout autour de nous et qu'on ne voit pas. Donc les trois techniques dont je vous parle aujourd'hui qui sont fondamentales, la première évidemment c'est l'OBEA. Et l'OBEA doit être un endroit technique, ne doit pas être un endroit managérial. L'OBEA est un endroit où on se pose la question du client et on se pose la question de l'objet qu'on est en train de faire. Mettez un planning si vous voulez, que les gens sachent où on est, hein. Mais ce n'est pas le cœur de l'œuvre. L'OBEA, c'est l'endroit technique. C'est un endroit où on repose la question de notre engagement par rapport à la valeur. Donc ça, c'est l'antidote sur le silo. Le premier antidote concret au silo, c'est qu'il faut bien qu'on crée un endroit où les gens vont travailler sur le même problème ensemble. Après, il faut former les gens. Donc comment je vais vous former là? Imaginons, là, on est quelques-uns, mais Olivier, j'imagine que tu as des milliers d'ingénieurs. Comment est-ce que je forme des milliers de gens? Ben, en fait, on le sait. D'abord, on les forme au standard individuel, c'est-à-dire qu'il faut bien les convaincre d'être beaucoup plus clairs sur ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas. Donc c'est à eux d'avoir la responsabilité de leur propre savoir. Et tout bêtement, c'est des cahiers. C'est très dynamique avec ça, c'est qu'on a des cahiers dans lesquels on sait distinguer ce qu'on sait de ce qu'on ne sait pas. Et deuxièmement, on va leur apprendre à travailler avec les autres. Alors là, c'est important pour ceux qui font du Lean Engineering parce que c'est un malentendu que vous avez souvent. Cet outil-là n'est pas un outil de résolution de problèmes. C'est un outil d'exploration. C'est un outil de dire, bah, écoutez, voilà, mon raisonnement est celui-là. Je me mouille, je m'affirme, mon raisonnement est celui-là, je vous le présente en une page, de façon à ce que je puisse aller voir tous les gens qui sont partie prenante et leur dire, dis donc, qu'est-ce que t'en penses? C'est pour ça que le critère d'un A3, c'est qu'il puisse être lu en 1 minute. Il soit très très clair.
Pourquoi est-ce qu'on a une structure qu'on vous donne dans le A3 ? Simplement parce que l'expérience montre que pour raconter ce qu'à l'origine on appelait, pour les vieux, on appelait ça un QC story. On raconte l'histoire de façon à ce que le gars qui lit, il comprenne. C'est tout. Ça n'a rien à voir à botter le cul des ingénieurs pour qu'ils résolvent plus vite leurs problèmes. Pas du tout. Ça a à voir à développer leur savoir-faire de savoir parler à des gens qui ne sont pas chez eux. Ça, oui. C'est un outil de capital social. L'outil de développement du capital humain, c'est le cahier de standards, c'est les checklists au niveau d'une équipe. C'est des outils qui demandent aux gens de s'approprier la responsabilité de leur propre savoir. C'est-à-dire que le savoir n'est pas dans une base de données quelque part. Il y en a peut-être, hein, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est que je suis, moi, propriétaire de mon savoir, responsable de mon savoir. Non, ça a l'air de vous troubler, ça. Et l'autre dimension, c'est le Kaizen pour aller explorer nos challenges. Le Kaizen pour aller faire plus d'innovation. Ce truc-là, moi, ça me est fascinant. Je reviens donc sur Toyota. Vous savez, à l'époque où ils ont sorti la Prius, il y a quelqu'un de Toyota qui m'a vraiment surpris, il me dit oui, en fait, non, ça ne marche pas super, enfin, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, mais tu sais quoi, ce n'est qu'une de 5 solutions. C'est juste la première qu'on a su mettre sur le marché. On pensait que personne n'allait nous en acheter, puis un jour, Leonardo DiCaprio en a acheté une, et alors là, boum, ça nous a tous surpris, et d'ailleurs, ils nous ont été pris de court, il a fallu, bon, c'est compliqué. Mais le premier truc à voir, c'est qu'en fait, j'ai retrouvé ça sur le site de Toyota, regardez, là, j'ai 4 solutions. Et tiens, Catherine, on en a discuté sur la partie stratégie dans le A3. On voit la matrice dont je t'avais parlé. C'est qu'on a 4 solutions, et puis on s'est donné des critères, et on a une évaluation de ce que valent ces 4 solutions. Ce qui est très intéressant, c'est que Toyota a décidé de faire l'hybride, mais a abandonné le tout électrique. À force de. Donc ça, l'autre chose, c'est que, c'est ce qu'on a vu avec la question, mais comment se fait-il que Toyota vend les licences de l'hybride à tout le monde? Ça vous surprend pas? Non, de l'hybride. Ils vendent les licences de l'hybride. Les gens font des moteurs hybrides avec des licences Toyota. On entend assez peu parler, ils ne les vendent pas très cher. Mais pourquoi? Parce que tout le monde essaie de le faire, mais personne n'y arrive. Et en fait, parce qu'en fait, cette histoire d'hybride, on a quand même un problème de calcul derrière entre comment est-ce qu'on passe de l'explosion électrique, c'est pas simple. Et ça ne s'est pas fait d'un coup. Il y a des histoires héroïques. Là, vous savez, la première présentation aux journalistes, la Prius, c'était tout juste s'il n'y avait pas un type dans le moteur qui était en train avec l'ordinateur. Hein. Elle savait faire un tour, mais elle ne savait pas en faire deux. Mais à force de faire du Kaizen sur un truc qui ne marchait pas, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont, comme d'habitude, sorti un produit qui, quand il est arrivé sur le grand public, est robuste. Donc on voit les deux dimensions du Kaizen en ingénierie, là. Le Kaizen au niveau le plus stratégique, on n'explore jamais une seule pose en pourcent que c'est la bonne. On investit dans explorer un faisceau de solutions. Dont Olivier va nous parler ce soir d'ailleurs. On retrouve le concurrent engineering là. Et deuxièmement, il faut comprendre qu'un truc au début, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, il ne faut pas attendre qu'on va sortir le truc génial au début. Mais si on maîtrise la dynamique du Kaizen, il ne faut pas être inquiet non plus. À force de faire des boucles, on va y arriver. Donc, la vision de l'entreprise qui est fondée sur le Lean, que j'aimerais redémarrer aujourd'hui, c'est que le Lean, c'est vraiment Kaizen plus respect. Le Kaizen au niveau du client, et donc on va chercher des micro-marchés. On arrête de chercher la niche qu'on va prendre. On va chercher des micro-marchés pour comprendre ce que les clients veulent. En ingénierie et production, on va résoudre les problèmes courants d'aujourd'hui pour comprendre, pour étudier nos propres méthodes. Et avec les fournisseurs, on va commencer à mieux travailler avec les fournisseurs pour intégrer leurs idées d'amélioration. C'est du Kaizen partout en permanence. Et deuxièmement, le respect. Le respect des clients, ça veut dire résoudre les problèmes qualité, même si on pense que ça n'arrive pas souvent et que ça nous coûte cher à résoudre. On s'impose de résoudre tous les problèmes qualité. Deuxièmement, le respect des ingénieurs, c'est qu'on comprend leur expérience et du coup, on travaille sans arrêt à leur développement et leur formation. Et en leur apprenant à collaborer entre silos. Et troisièmement, respecter les fournisseurs
Oui, j'en vois qui rigolent, mais on va apprendre à respecter les fournisseurs, c'est-à-dire améliorer la communication et pas être sans arrêt en train de leur mettre le pied sur la gorge pour leur faire cracher toutes les billes qu'ils ont. Ce qui nous amène à nous organiser complètement différemment. S'organiser pour l'apprentissage, ça veut dire choisir des gens qui vont vous prendre le truc et ils vont y arriver. Ce sont des héros. Vous voyez le genre de chef auquel je pense? Ils arrivent, ils savent, ils organisent. On cherche un autre type de personne maintenant. On a des gens, on les connaît. Quand on leur file une équipe, on ne sait pas très bien pourquoi. Ils ne sont pas forcément très charismatiques. Ils ne sont pas forcément très forts en gueule. Mais ils ont cette capacité de, quand on leur file une équipe, elle apprend. Ça va mieux. On les reconnaît. Ce n'est pas le type de leader qu'on a en tête. Ce sont surtout des gens qui savent, quand ils font faire du Kaizen à des gens, et que le Kaizen sort quelque chose d'intéressant, ils savent l'intégrer dans leur propre mode de fonctionnement. Donc ce sont des gens qui savent se changer en fonction qu'ils font changer les gens. Donc c'est là où on a un changement radical de mode de management. On ne cherche plus dans le Lean. Pour soutenir le Lean Kaizen plus respect, on ne s'organise plus avec les mêmes personnes. On ne cherche plus les mêmes profils. On ne cherche plus des gens qui vont résoudre à eux tout seuls tous les problèmes de la Terre. On cherche des gens qui ont cette capacité de faire travailler les autres sur les problèmes concrets et de comprendre la solution, l'initiative de la personne et de l'intégrer dans le mode de fonctionnement de leur département. Merci beaucoup.